Il n'avait demandé qu'un repas, mais sa question, et ce qui allait suivre, plongerait l'élite parisienne dans un silence stupéfait. La salle des Lumières étincelait de lustres de cristal et des rires de la haute société de la capitale. Puis le silence. Sous l'arche apparut un homme vêtu d'une vieille veste militaire, ses bottes laissant des traces poussiéreuses sur le marbre poli. Il n'était pas censé être là. Sa voix, rauque mais ferme, fendit le brouhaha. « Puis-je jouer contre un repas ?» Au début, ils éclatèrent de rire. Un mendiant qui ose demander à toucher un piano valant plus que sa propre vie. Impossible. Mais aucun d'entre eux ne savait, aucun n'aurait pu imaginer que son geste suivant transformerait leur cruauté en silence, leur certitude en honte, et révélerait une vérité si puissante qu'elle changerait à jamais toute la salle. Avant de plonger plus loin, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, revenons à l'histoire. Profitez-en. Il avait survécu aux bombes et aux balles, mais ce salon doré était une autre sorte de champ de bataille. Un vieil homme, perdu dans un manteau qui avait connu de meilleures décennies, se tenait au bord d'une mer de smoking et de robes du soir. Il avait demandé un repas d'une voix enrouée par le silence des années, sans savoir que sa requête allait ébranler les fondations de leur monde si soigneusement construit. L'air dans la salle des Lumières était saturé du parfum cher et de l'odeur du canard rôti. Les lustres de cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, déversaient leur clarté sur les 200 convives en bas. C'était l'élite de la ville, PDG, chirurgiens, héritiers, qui évoluaient avec l'assurance naturelle de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Leur rire, léger et cassant, résonnait sur le marbre comme une symphonie d'autosatisfaction. Dans ce monde lisse et poli, entra un fantôme. « Excusez-moi », dit une voix, un grondement grave immédiatement déplacé. C'était une voix que le vent et le temps avaient usée, et qui trancha le bavardage comme un éclat de verre. Il se tenait juste à l'intérieur de la grande arche, un homme qui semblait s'être égaré d'un autre siècle. Sa veste de treillis vert armé était effilochée au poignet et usée au coude. Ses cheveux gris étaient en bataille, et une barbe du même gris broussailleux couvrait un visage marqué de rides qui racontèrent l'épreuve, non la réussite. Ses chaussures étaient de lourdes bottes de travail éraflées, laissant sur le sol brillant des empreintes poussiéreuses. Chacune était un acte de défi face à l'élégance immaculée de la salle. Il n'était pas seulement déplacé. Il offensait l'idée même de cette soirée. Une onde de silence se répandit depuis l'entrée. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent, des regards habitués à jauger une fortune d'un coup d'œil se plissèrent de mépris et de confusion. « Comment a-t-il bien pu entrer ici ?» murmura une femme, serrant son collier de perles comme si la pauvreté de l'homme pouvait être contagieuse. « La sécurité !» aboya quelqu'un depuis une table proche de la scène. La voix appartenait à Richard Dubois, un quadragénaire dont le costume italien sur mesure valait plus que ce vieil homme n'avait sans doute vu en une année. Richard avait 45 ans, un visage séduisant d'une cruauté tranchante, et une arrogance qui lui collait à la peau plus fort que son parfum. Promoteur immobilier, il avait hérité de la société de son père et doublé ses profits en rasant des quartiers populaires pour bâtir des résidences de luxe. Pour lui, la compassion était une faiblesse, un défaut qu'il méprisait chez les autres et qu'il avait longtemps éradiqué en lui-même. Le vieil homme ne sembla pas entendre la montée d'hostilité. Ses yeux, bleu pâle délavés, balayèrent la salle, non pas avec la détresse d'un mendiant, mais avec le regard calme et évaluateur d'un soldat observant un nouveau terrain. Il vit les robes étincelantes,
l'or au poignet, les rictus dédaigneux. Il vit tout. Il fit un pas lent, délibéré. Ses mouvements étaient raides, mais déterminés. « S'il vous plaît, » répéta-t-il, sa voix un peu plus assurée. « Je ne demande pas l'aumône. J'ai vu le piano. Puis-je jouer en échange d'une assiette? » Sa requête resta suspendue dans l'air, si absurde, si déplacée, que pendant un instant, il n'y eut que du silence. Puis un rire sec brisa la tension. C'était Richard. Il renversa la tête en arrière et éclata d'un rire de pure moquerie. D'autres, prenant exemple sur lui, se joignirent. Bientôt, le salon fut rempli d'un chœur de rire cruel, déferlant sur le vieil homme comme des vagues. Il resta planté là, inébranlable, le visage impénétrable. Son regard s'était fixé sur le magnifique piano, à queue installé sur une estrade basse au centre de la salle. C'était un Pleyel, un concert grand à la finition d'ébène si profonde qu'elle semblait absorber la lumière. Sa perfection contrastait brutalement avec l'existence usée de l'homme. Près des portes de la cuisine, une jeune serveuse nommée Émilie Caron observait, le cœur serré. Étudiante, elle travaillait à 2 emplois pour payer ses études, et elle reconnaissait la dignité silencieuse dans la posture du vieil homme. Elle avait déjà vu ce regard dans les yeux de son grand-père après son retour d'Algérie. Le regard d'un homme qui avait tout donné et qu'on obligeait maintenant à supplier. Elle commença à s'avancer vers lui, un verre d'eau à la main. Mais le directeur de l'hôtel, un homme nerveux nommé Peterson, lui saisit le bras. « N'y pense même pas, Émilie, » siffla-t-il, ses yeux fuyants vers les tables des plus riches. « Ce n'est pas notre problème. Si tu t'en mêles, ce sera ton dernier jour dans cet hôtel. » Émilie se figea, déchirée entre son emploi et sa conscience. Ses yeux croisèrent ceux du vieil homme une fraction de seconde, et elle tenta d'y glisser une excuse, un éclat de solidarité. Mais déjà, il reportait son attention sur la foule. « Sécurité !» hurla de nouveau Richard Dubois, le visage rouge d'indignation. Debout maintenant, il gesticulait avec colère. « Sortez-moi ce clochard d'ici. C'est un événement privé. Nous avons payé pour l'exclusivité, pas pour être importunés par des déchets de rue qui croient pouvoir errer et demander l'aumône. » 2 hommes massifs en costume noir s'avancèrent des côtés de la salle. Ils progressaient vers le vieil homme avec la lente et inéluctable lourdeur de train de marchandises. Le public se tut à nouveau, attendant le triste et inévitable spectacle de son expulsion. Mais le vieil homme leva simplement une main, un geste non pas défensif, mais impérieux. Les gardes de sécurité s'arrêtèrent, un instant déconcertés par son autorité inattendue. « S'il vous plaît, » dit-il, sa voix calme et ferme, adressée à Richard. « Une seule chanson, c'est tout ce que je demande. Contre un repas chaud. Je n'ai pas mangé correctement depuis 2 jours. » C'était un mensonge, bien sûr, soigneusement calculé. Il avait pris un repas convenable dans un petit bistrot quelques heures plus tôt. Mais il avait besoin de les voir tels qu'ils étaient. Il devait savoir ce qui se cachait sous ces façades polies, quand il pensait qu'aucun témoin important ne les observait. Toute la soirée était une épreuve, et les sujets n'avaient pas la moindre idée qu'ils étaient notés. Richard éclata de rire de nouveau, un aboiement bref, incrédule. « 2 jours, et tu crois que ça nous regarde? Le monde est rempli de fainéants comme toi qui refusent de travailler. Tu fais de mauvais choix. Tu finis dans la rue. Ça s'appelle la responsabilité personnelle. Tu devrais essayer, un jour. » « Il a raison », lança un autre homme à la table de Richard, rajustant sa cravate de soie. « Nous avons tous travaillé dur pour être ici. Nous avons gagné notre succès. Personne ne nous a rien donné. » Le vieux vétéran esquissa presque un sourire.
Il savait pertinemment que cet homme avait hérité d'une société informatique et l'avait presque coulé avant d'être sauvé par sa famille. Et Richard n'avait jamais travaillé un seul jour réellement pénible dans sa vie de privilégié. Le vieil homme connaissait mieux l'histoire de Richard que Richard lui-même. Il joua son rôle, laissant ses épaules s'affaisser. « J'ai essayé, monsieur », murmura-t-il, la voix chargée d'un faux désespoir. « Mais personne ne veut embaucher un vieil homme. On dit que je ne sers plus à rien. » « Et ils ont raison, » trancha Richard, s'avançant d'un pas. L'odeur du whisky cher s'exhalait de son souffle. « Regarde-toi, sale vieux, quelle valeur pourrais-tu apporter à qui que ce soit? Ta place est au coin d'une rue, avec un carton. Pas ici, parmi ceux qui contribuent réellement à la société. Parmi ceux qui comptent. » « Ceux qui comptent ?» répéta le vieil homme, sa voix perdant soudain son tremblement. Ce fut subtil, mais quelques-uns le remarquèrent. « Et qu'est-ce qui fait qu'un homme compte, monsieur? Le costume? Le compte en banque? » « Exactement, » répondit Richard en pointant un doigt accusateur dans les airs. « Le mérite, le succès. Nous méritons d'être ici parce que nous avons prouvé notre valeur. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un poids mort, un fantôme errant à la lisière d'un monde que tu n'as pas su conquérir. » Les yeux du vieil homme se posèrent de nouveau sur le piano Pleyel étincelant. Il reposait là tel un juge silencieux, sa surface polie reflétant la laideur de la scène. « Une chanson, » dit-il, sa voix redevenue une supplique douce. « Voilà ma seule preuve. » Il ne sait probablement même pas de quel côté s'asseoir devant un piano, lança quelqu'un dans la foule. Il va ruiner l'ivoire avec ses mains crasseuses, ajouta un autre, déclenchant un murmure d'accords dédaigneux. Les yeux de Richard s'illuminèrent soudain d'une idée malveillante. Un sourire lent et cruel se dessina sur son visage. Il leva les mains pour réclamer le silence. « Vous savez quoi ?» annonça-t-il, sa voix résonnant d'une fausse magnanimité. « Laissons-le jouer. » Un murmure confus parcourut la salle. « Oui, » continua Richard, montant sur sa chaise pour s'adresser à tout le salon. « Offrons à notre invité une chance, une occasion de nous divertir. » Il savourait l'instant, la sensation d'un pouvoir absolu, tandis que 200 regards convergèrent sur lui. Voici l'affaire. Il pointa un doigt manucuré vers le vieux vétéran. Tu nous joues une chanson. Si tu parviens à la terminer sans sonner comme un chat mourant, j'achèterai personnellement pour toi le plat le plus cher du menu. La salle bruissait, percevant la cruauté théâtrale du jeu. Mais, ajouta Richard, sa voix tombant dramatiquement, quand tu échoueras, et nous savons tous que tu échoueras, tu seras escorté dehors par la sécurité, et tu ramperas de nouveau vers le caniveau d'où tu viens. Et nous assisterons tous à ce qui arrive quand on donne de faux espoirs à ceux qui ont mérité leur misère. Le vieil homme, Jean Moreau, sentit son pouls s'accélérer, non de peur, mais d'une froide et exaltante anticipation. Le piège était en place. La première partie de sa leçon allait commencer. Le cercle de visages impatients autour de lui ressemblait à une arène romaine, et il était le gladiateur qu'ils étaient tous venus voir dévorer. Ils pouvaient presque goûter leur faim de le voir humilié. C'était une fin de confirmation, confirmer leur propre supériorité, justifier leur indifférence. « Mesdames et messieurs, faites vos paris !» cria Richard Dubois, transformant l'humiliation en un spectacle grotesque. Combien de notes pensez-vous qu'il pourra jouer avant d'abandonner? Je lui donne 5 secondes, lança un homme du fond. Je parie 100 € qu'il ne peut même pas jouer une gamme correcte, ricana une femme couverte de diamants. Son rire sonnait comme le tintement de glaçons dans un verre, froid et vide. Jean Moreau s'avança vers le piano, adoptant une démarche lente et douloureuse. Chaque pas était calculé,
Chaque clignement de ses yeux faisait partie de la mise en scène. Il fit trembler ses mains en atteignant le couvercle poli du piano. Ses doigts calleux et rugueux, paraissant terriblement déplacés contre le vernis noir impeccable. « Attention à ça !» piailla le directeur Peterson depuis la coulisse, se tordant les mains. « Cet instrument vaut plus que toute votre vie, vieil homme. » Une nouvelle vague de rire déferla dans la salle. Mais cette fois, Jean remarqua qu'elle n'était pas unanime. Il vit Émilie, la jeune serveuse, debout à l'entrée de la cuisine, son visage marqué par la honte et la pitié envers la foule. L'un des gardes de sécurité se tortilla sur place, mal à l'aise. Même quelques invités plus âgés détournèrent le regard, un léger rougissement aux joues. Mais Richard, lui, se délectait. Il avait tiré une chaise de velours jusqu'au bord de la scène, s'installant pour savourer le spectacle tel un roi à une exécution publique. « Avant que vous ne commenciez, » dit Richard, sa voix dégoulinante de condescendance, « permettez-moi de rendre les conditions encore plus intéressantes. » Il marqua une pause théâtrale. « Si, par miracle, vous parveniez à nous impressionner. Disons que vous jouez assez bien pour arracher une seule larme à quelqu'un dans cette salle. Je double la mise. Pas seulement un repas, je vous donne 1 000 €. En liquide. » La salle éclata. C'était l'insulte parfaite. 1 000 € n'était rien pour ces gens. C'était une addition de bar, un pourboire, le prix d'une paire de chaussures. Le proposer comme prix était une façon de dire que l'exploit ultime, impossible de cet homme, valait moins que leur monnaie de poche. « 1 000 €, beugla quelqu'un. Il va probablement s'évanouir, rien qu'en y pensant. » Jean s'assit sur le banc de cuir moelleux, feignant la maladresse. En réalité, il connaissait ce modèle de Pleyel intimement. Il en possédait un semblable dans le salon de musique de sa propriété isolée, un lieu qu'aucune personne ici ne soupçonnait. Mais ce soir, il n'était pas l'homme de cette demeure cachée. Il était un fantôme, le reflet de leur humanité oubliée. « Que va-t-il nous offrir ?» se moqua Richard. « Au clair de la lune, c'est sans doute le solaire que vous connaissez. » De nouveaux rires éclatèrent. Jean resta silencieux, baissant les yeux sur les 88 touches, comme si elles formaient un texte ancien et cryptique qu'il ne pouvait déchiffrer. Il avait besoin qu'ils le sous-estiment totalement. Il avait besoin que leur arrogance atteigne son apogée avant de commencer à la déchirer. Note après note, douloureusement. « Perdu ta langue ?» lança une femme. « Probablement aucune éducation formelle. » déclara Richard à haute voix, jouant pour son public. « Aucune formation musicale. Mais nous devons être patients. On ne peut pas attendre grand-chose d'un homme qui a manifestement gâché toutes les opportunités que la vie lui a offertes. » Jean leva lentement la tête, ses yeux bleu pâle trouvant ceux de Richard. « Des opportunités, » murmura-t-il, sa voix juste assez forte pour être entendue dans le silence soudain. « Oh, il parle !» applaudit Richard avec un enthousiasme sarcastique. « Oui, des opportunités. Les occasions nous ont tous été données pour faire quelque chose de nous-mêmes. Tout le monde ici a saisi la sienne. C'est pourquoi nous sommes ici, et toi là-bas. »« Et vous, où êtes-vous né ?» demanda Jean d'une voix douce mais claire. La question prit Richard au dépourvu. « Qu'est-ce que ça peut faire ?»« Simple curiosité, » répondit Jean, ses yeux glissant sur les autres invités. « Où avez-vous grandi? Dans quelles écoles êtes-vous allé? » Un malaise palpable commença à se répandre dans la salle. Si certains ici étaient réellement autodidactes, beaucoup, comme Richard, étaient les produits d'un immense privilège, nés dans un monde d'écoles privées, de connexions familiales et de fortunes héritées. « C'est sans importance, » trancha Richard, sa contenance commençant à se fissurer. « Ce qui compte, c'est ce que nous avons fait de ce qui nous a été donné. Et moi,
Qu'ai-je fait de ce qui m'a été donné? Demanda Jean, sa voix toujours douce. Évidemment rien, explosa Richard, la voix chargée de mépris cru. Regarde-toi. Tu es un échec complet, un moins que rien. Les mots flottèrent dans l'air, leur venin choquant même certains des convives les plus endurcis. Richard avait franchi une ligne, passant de la cruauté ordinaire à quelque chose de profondément personnel et vicieux. Jean baissa les yeux vers ses mains, puis les posa sur les touches. Un silence solennel tomba sur la salle. C'était le moment. 200 personnes attendaient à son échec, l'ultime confirmation de leur supériorité. Elles attendirent les notes dissonantes et maladroites qui prouveraient que certaines vies valaient simplement moins que d'autres. Il ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Le regard vide et las avait disparu. À sa place, brillait une concentration si intense, si profonde, que quelques personnes au premier rang se remuèrent, mal à l'aise sur leur siège. « Quelle chanson est-ce » exigea de nouveau Richard Dubois. Mais sa voix n'avait plus l'assurance d'avant. Elle était désormais teintée d'une nervosité inexplicable. Jean Moreau prit une lente inspiration. « Une chanson à propos d'une promesse, dit-il. Une que j'ai apprise il y a très, très longtemps. Un ami me l'a enseignée, dans un endroit très loin d'ici. »« Touchant !» ricana Richard, tentant de reprendre le contrôle. « Une petite histoire larmoyante pour gagner notre sympathie. Eh bien, ça ne marchera pas. Joue. » Jean abaissa son doigt droit sur une seule touche. Le do central. La note qui jaillit du pleyel n'était pas le son maladroit et incertain que tous attendaient. Elle était parfaite, pure, résonnante, incroyablement claire, suspendue dans l'air silencieux comme une goutte d'argent liquide. C'était une note jouée par une main qui connaissait l'âme du piano. Une note chargée d'une beauté douce et douloureuse qui trancha l'atmosphère cynique de la salle comme un couteau brûlant dans du beurre. Il la fit résonner 5 secondes entières, laissant sa puissance et son mystère pénétrer chaque personne de la pièce. Lorsqu'il retira enfin son doigt, le silence qui suivit n'était plus celui de l'attente cruelle. C'était celui de la stupeur, de la surprise authentique. « Coup de chance de débutant », marmonna Richard. Mais un pli se forma sur son front. Sa voix n'était plus qu'un chuchotement, comme s'il essayait de se convaincre lui-même plus que quiconque. Cette seule note parfaite avait été jouée avec un contrôle qui demandait des années, pas de la chance. Les mains de Jean bougèrent à nouveau, ses doigts glissant sur les touches avec une grâce surnaturelle. Il joua une autre note, puis une troisième, les tissant ensemble en une mélodie simple et obsédante. Ce n'était ni Beethoven ni Chopin. C'était quelque chose qu'il ne reconnaissait en pas. On aurait dit une vieille chanson populaire, née dans les montagnes ou sur une plaine lointaine. C'était simple, mais imprégné d'une perte et d'un désir profond. « Qu'est-ce que c'est » chuchota quelqu'un. « Je n'ai jamais entendu ça. » Richard se pencha en avant sur sa chaise, les yeux plissés de concentration. Les choses ne se passèrent pas comme prévu. Un clochard n'était pas censé savoir jouer avec autant de sensibilité, autant de maîtrise. Il était censé marteler les touches, créer un spectacle grotesque. Il était censé échouer. La simple mélodie commença à se développer. La main gauche de Jean s'y ajouta, donnant des accords graves et résonnants qui apportaient au morceau une fondation de chagrin. La musique parlait de chants détrempés et de longues marches, de lettres jamais envoyées, de visages d'amis disparus trop tôt. C'était une complainte de soldat, jouée avec l'authenticité déchirante d'un homme qui l'avait vécu. Ses doigts, qui semblaient si rudes et maladroits quelques instants plus tôt, paraissaient maintenant être le prolongement même de la musique,
dansant sur l'ivoire et l'ébène avec une familiarité qui ne pouvait venir que d'une vie entière de pratique. Il se retenait, bridant toute la force de son talent, leur donnant juste assez pour briser leurs attentes, mais pas assez pour révéler sa véritable identité. C'était un jeu magistral de suspense, et toute la salle était son public captif. Il a dû l'entendre à la radio quelque part, lâcha Richard, la voix tendue. Il essayait de fournir une explication rationnelle pour réduire l'homme et son talent à une taille gérable. Tout le monde peut mémoriser un petit air, mais même en le disant, il savait que c'était faux. Il voyait les subtiles variations de tempo, le contrôle délicat des pédales, la façon dont Jean s'inclinait sur un accord pour lui donner plus de poids. Ce n'était pas de l'imitation, c'était de l'art. Jean pouvait sentir le malaise de Richard. Il le voyait se tortiller sur sa chaise de velours. La musique agissait non comme un divertissement, mais comme un interrogatoire de son âme creuse. La mélodie obsédante remplissait chaque recoin de la salle. Une étrange magie commença à opérer sur l'assemblée. Les murmures cessèrent. Les serveurs se figèrent, des plateaux de champagne oubliés dans les mains. Les gardes de sécurité à la porte s'étaient tournés, leurs visages pétrifiés d'émerveillement. La musique était un aimant, attirant toute l'attention vers le vieil homme en haillons assis au piano. « Il est vraiment très bon », admit une femme, sa voix chargée d'une admiration réticente. « Bon », siffla Richard, mais il parlait bas. « C'est une astuce bon marché pour obtenir notre compassion. » Mais le mensonge s'effritait. La musique devenait plus complexe. Jean commença à tisser une seconde mélodie dans la première, un contrepoint plus rapide, plus élaboré. C'était un passage qui exigeait une dextérité qu'aucun amateur ne pouvait posséder. Pendant un bref instant, il laissa paraître un éclat de sa véritable virtuosité. Ses doigts devinrent un éclair, volant sur les touches dans une cascade de notes brillantes et parfaites qui firent halter plusieurs spectateurs. Pendant 10 secondes, il joua comme un pianiste de concert de classe mondiale. Le son était à couper le souffle, un torrent de génie musical aussi choquant que magnifique. « Mon Dieu !» souffla un homme du premier rang, la voix tremblante. Richard bondit de sa chaise, le visage figé dans l'incrédulité. « Impossible !» balbutia-t-il. « Il ne peut pas faire ça !» balbutia Richard. Mais aussi vite qu'elle était apparue, l'éclatante démonstration de virtuosité s'éteignit. Jean Moreau revint à une mélodie plus simple, plus triste, comme si cet incroyable éclair de maîtrise n'avait été qu'un hasard, une heureuse coïncidence. Il termina le morceau par quelques accords doux, finaux, qui se dissipèrent dans un silence profond, vibrant. Personne ne bougea. Personne ne parla. Toute la salle semblait retenir son souffle collectif. Ils étaient venus s'attendre à une farce, et ils avaient au contraire assisté à quelque chose de profondément, inexplicablement beau. Émilie pleurait ouvertement à présent, des larmes coulant sur son visage. La musique avait touché en elle une douleur qu'elle croyait enfouie depuis longtemps. Son chagrin pour son grand-père, revenu de la guerre en un homme différent, plus triste. Un très vieil homme, au regard bienveillant et au visage marqué par une vie faite à la fois de lutte et de succès, se leva lentement de sa table et s'approcha de la scène. Il s'appelait André Chevalier, un homme qui avait bâti son empire industriel uniquement grâce à sa ténacité et son intelligence. Mécène des arts depuis 50 ans, il reconnaissait le toucher d'un maître lorsqu'il l'entendait. Il s'arrêta à quelques pas du piano, ses yeux emplis, non de pitié, mais d'un respect profond et sincère. Des larmes brillaient dans ses propres yeux. « Jeune homme, » dit-il, sa voix douce et rauque de vieillesse, « où diable avez-vous appris à jouer ainsi ?» Jean leva les yeux vers lui pour la première fois de la soirée.
Il abandonna l'attitude soumise et soutint vraiment un regard. « Ici et là, monsieur », répondit-il d'une voix égale. « Ma mère m'a appris les bases. L'armée m'a enseigné le reste. » La réponse était ambiguë, mais parfaitement vraie. Sa mère lui avait en effet montré ses premiers accords sur un vieux piano droit. Mais c'est dans les longues nuits terrifiantes, dans les hôpitaux de campagne et les abris de fortune, jouant sur n'importe quel instrument cabossé qu'il trouvait, que la musique était devenue son encre, son langage pour dire l'indicible. L'armée ne lui avait pas appris la technique, mais elle lui avait appris ce à quoi sert la musique. Elle lui avait appris l'âme. Monsieur Chevalier hocha lentement la tête. Votre mère fut une excellente professeure, et l'armée, il semble qu'elle le fut aussi. Richard Dubois n'en pouvait plus. Son monde soigneusement ordonné se renversait. « Chevalier, ne soyez pas stupide !» lança-t-il en marchant vers la scène. « Vous n'allez pas gober ça? C'est un sans-abri, un moins que rien. Des gens comme lui ne jouent pas du piano. » « Et pourquoi pas, Richard ?» répliqua Monsieur Chevalier en se tournant vers lui. Son calme contrastait avec la rage écumante de Richard. Quelle loi de la nature dit qu'un homme tombé dans l'adversité ne peut pas aussi posséder un grand don? L'éducation, cracha Richard. Les opportunités, l'argent, il n'a rien de tout cela. Il faut ces choses-là pour apprendre un instrument pareil. L'accès à quoi, exactement? Demanda doucement Jean, ses mains reposant toujours sur les touches. Sa voix trancha le flot de Richard et le réduisit au silence. Richard bredouilla, pris de court, à une formation correcte, au meilleur professeur, au conservatoire. Jean esquissa un petit sourire triste. « Avec tout le respect, monsieur, » dit-il, ses yeux balayant la foule silencieuse. « On n'apprend pas la musique seulement dans des écoles prestigieuses. On l'apprend en vivant. On l'apprend en souffrant. On l'apprend quand la mélodie dans votre tête est la seule chose qui vous empêche de devenir fou. On l'apprend quand on n'a plus rien d'autre. » Ces mots résonnèrent dans le salon. Plusieurs convives, même parmi les plus cyniques, se retrouvèrent à hocher la tête. C'étaient des paroles simples, puissantes, vraies, et elles exposaient la pauvreté de la vision du monde de Richard. « Jouez encore » demanda Monsieur Chevalier, sa voix douce. « Je vous en prie. » Jean se tourna de nouveau vers le piano. Mais lorsqu'il recommença à jouer, il y eut un net changement. Le masque du mendiant humble commençait à se fissurer, et la passion qu'il contenait jusque-là se mit à se répandre dans la musique. Cette fois, il choisit une pièce de Chopin, l'étude révolutionnaire. C'était un morceau né de la colère, de la défiance et d'un amour désespéré pour une patrie perdue. C'était une déclaration de guerre. Le premier accord tonitruant éclata dans le salon, faisant sursauter les invités dans leurs sièges. La musique était une tempête, un tourbillon furieux de notes qui parlèrent de lutte et de rébellion. C'était incroyablement rapide, incroyablement complexe, et il le jouait avec un feu à la fois terrifiant et magnifique à contempler. Richard Dubois le regardait, le visage livide. Il sentait un nœud de panique pur se serrer dans son ventre. Ce n'était plus un jeu, c'était un effondrement. Le vieil homme au piano n'était pas seulement en train de jouer de la musique. Il démontait tout le système de croyance de Richard. Celui qui disait que la richesse équivalait à la valeur et que la pauvreté équivalait à l'échec. Cet homme vieux, insignifiant en apparence, démontrait un pouvoir, un génie que Richard savait qu'il ne posséderait jamais. « Arrêtez !» hurla Richard en s'avançant vers la scène. « Je vous dis d'arrêter !» Mais sa voix fut engloutie par la fureur magnifique de la musique. Personne ne l'écoutait plus. Ils étaient tous prisonniers de l'homme au piano. La prestation n'était plus une supplique pour un repas.
Elle était devenue un jugement, et chacun dans cette salle, surtout Richard, était pesé et mesuré. L'histoire n'était pas terminée. La véritable révélation attendait encore, tapie dans les coulisses comme le dernier mouvement dévastateur d'une symphonie. Ce qui avait commencé comme un spectacle de cruauté se transformait, note après note puissante, en un moment de vérité que nul, dans ce salon doré, n'oublierait jamais. Les derniers accords tonitruants de l'étude révolutionnaire de Chopin s'abattirent sur la salle des Lumières. Chaque note était un coup de marteau contre les murs de l'arrogance et du privilège. La musique était une chose vivante, une tempête sonore qui avait balayé l'atmosphère complaisante, laissant derrière elle un silence stupéfait et fracassé. Pendant une minute entière, après que les mains de Jean Moreau se furent levées des touches, personne n'osa respirer. La fureur de la musique résonnait encore à leurs oreilles, spectre de la puissance brute et indomptée à laquelle ils venaient d'assister. Richard Dubois était livide, la peau de la couleur d'un parchemin ancien. Il fixait Jean, la bouche entr'ouverte. Ce vieil homme, ce rebut, cet échec, venait de canaliser l'âme d'une révolution au bout de ses doigts. Richard sentit une peur glacée s'infiltrer dans ses os. C'était la peur primitive des puissants face à une force qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni acheter, ni comprendre. Il vit les regards autour de lui. Admiration, honte, confusion. Et il comprit, avec un haut-le-cœur, qu'il avait perdu la salle. Il n'était plus le maître de cérémonie. Il n'était plus qu'un clown dans un costume hors de prix. Monsieur Chevalier se tenait près de la scène, ses vieux yeux fixés sur Jean. C'était un homme qui appréciait la précision dans ses usines, dans ses affaires, dans son art. Ce qu'il venait d'entendre dépassait la précision. C'était un mariage parfait de la technique irréprochable et de l'âme marquée par une vie entière de blessures. C'était le genre d'interprétation qu'on n'entend qu'une fois dans une vie, dans les grandes salles de concert de Vienne ou de Moscou, et non pas d'un vieil homme en veste militaire élimé jouant pour son souper. Un souvenir traversa son esprit. Une histoire qu'il avait entendue des décennies plus tôt, à propos d'un jeune prodige. Un soldat qui jouait du piano sur les lignes de front. Sa musique, un phare d'espoir dans les ténèbres. Mais l'histoire s'était achevée en tragédie. Le soldat s'était perdu dans le brouillard de la guerre. C'était impossible. Émilie, la serveuse, s'appuya contre le mur près de la cuisine, la main pressée contre son cœur, comme pour l'empêcher de s'échapper de sa poitrine. La musique l'avait bouleversée jusqu'au plus profond. Ce n'était pas seulement beau, c'était vrai. Elle parlait d'une douleur si profonde et d'une défiance si farouche qu'elle réduisait à néant les petites préoccupations de sa propre vie et l'ostentation des richesses dans cette salle. Elle regardait Jean non plus avec pitié, mais avec une révérence qu'on réserve habituellement aux héros. Jean était assis sur le banc, le dos droit, la respiration régulière. Il laissa le silence s'étirer, permettant au poids de ce qu'il venait d'accomplir de s'abattre sur eux. Il pouvait sentir leur jugement vaciller, leur certitude se fissurer. Il avait leur attention totale, indivisible. Il était temps pour la seconde partie de la leçon. Lentement, délibérément, il leva de nouveau les mains vers le clavier. Un murmure parcourut la foule. Il pensa que le concert était terminé. Que pouvait-il encore faire de plus? Ses doigts touchèrent les touches encore une fois, mais cette fois, il n'y eut ni tonnerre, ni fureur. Les notes qui en jaillirent étaient douces, délicates, comme des flocons de neige tombant. Il commença à jouer Clair de lune de Debussy. Si Chopin avait été une tempête, Debussy était la lumière argentée et paisible qui suit. La mélodie était d'une simplicité exquise, d'une beauté poignante. C'était une chanson de mémoire, de clair de lune sur une eau tranquille,
Une pièce qu'on ne peut trouver qu'après une guerre longue et brutale. Chaque note était une larme, une prière, un murmure d'espoir dans l'obscurité. Le contraste émotionnel était foudroyant. Il leur avait montré son feu. Maintenant, il leur montrait son cœur. Il jouait avec une tendresse presque insoutenable à contempler. Il ferma les yeux, la tête légèrement inclinée, perdu dans un monde où n'existait que lui et la musique. Le public sentait qu'il communiait avec des fantômes, avec les souvenirs de personnes et de lieux disparus depuis longtemps. La musique n'était plus une interprétation, c'était une confession. Ce fut ce morceau qui les brisa. La femme qui s'était moquée de ses mains sales se couvrit la bouche, un sanglot coincé dans la gorge. L'homme qui avait parié qu'il ne saurait pas jouer une gamme correcte fixait ses propres mains manucurées, comme s'il les voyait pour la première fois, se demandant ce qu'elles avaient jamais créé d'aussi beau. Dans toute la salle, les façades dures et cyniques commencèrent à s'effriter. Des larmes jaillirent dans des yeux qui n'avaient pas pleuré depuis des années. La musique contourna leur intellect, leur statut, leur richesse, et parla directement à la petite part cachée d'eux-mêmes qui savaient encore ressentir. Monsieur Chevalier sentit une larme chaude tracer un chemin sur sa joue ridée. La vieille histoire, la légende du pianiste de guerre, lui revint avec une force indéniable. On l'appelait le fantôme du piano, un jeune caporal dont la musique faisait pleurer les soldats les plus endurcis. Mais il était censé avoir disparu, présumé mort après un acte héroïque de sacrifice. Cet homme usé par les ans, pouvait-il vraiment être lui? Richard Dubois regardait la scène se dérouler avec une horreur croissante. Il vit M. Chevalier essuyer une larme de son œil. Il vit d'autres convives pleurer ouvertement. Le pari, cette condition humiliante et soi-disant impossible qu'il avait fixée, joué assez bien pour arracher une larme dans cette salle, avait été rempli. Et pas seulement par une personne, mais par des dizaines. Il avait été si certain de l'échec de cet homme, si confiant dans sa propre supériorité. Cette certitude gisait désormais en ruine autour de lui. Les 1 000 € semblaient dérisoires, une insulte face au talent majestueux qui s'était déployé. Mais c'était plus qu'une question d'argent. Richard Dubois avait été publiquement, spectaculairement ridiculisé. Lui, Richard, avait été tourné en ridicule par un vieil homme qu'il avait qualifié de clochard. L'humiliation brûlait plus fort que toute colère. Jean Moreau conclut le morceau. Les dernières notes flottèrent dans l'air comme des poussières suspendues dans un rayon de lune, avant de s'éteindre dans un silence absolu. Mais ce silence n'était pas comme les précédents. Il était plus profond, plus lourd. C'était un silence rempli de respect, d'admiration et d'une lourde dose de honte collective. Jean resta assis un long moment, les mains posées sur ses genoux. Puis il repoussa lentement le banc et se leva. En se redressant, sa posture changea. L'affaissement fatigué disparut. Il se tenait droit, les épaules carrées, la colonne vertébrale raide. La transformation était saisissante. Ce n'était plus un vagabond voûté. Il ressemblait à un soldat au garde-à-vous. Il se tourna vers la salle, et ses yeux, clairs et perçants, se verrouillèrent sur Richard Dubois. « Vous me devez 1 000 €, dit-il. Sa voix n'était plus le murmure rauque et suppliant d'avant. C'était un baryton clair, assuré, rempli d'une autorité qui imposait le respect. Richard, décontenancé et furieux, fouilla dans son portefeuille. Il en sortit une liasse épaisse de billets de 100 € et monta sur scène. Il ne voulait pas les remettre. Il voulait les jeter. Il voulait rétablir sa domination, réduire cet instant à une simple transaction, un riche qui paie un pauvre pour un service rendu. « Tenez » cracha-t-il en tendant l'argent. « Prenez votre charité et sortez. Vous avez eu votre repas. Le spectacle est terminé. »
Jean ne bougea pas pour prendre l'argent. Il regarda simplement la main tendue de Richard, puis releva les yeux vers son visage. « Je ne crois pas avoir parlé de charité, » dit-il, la voix froide comme l'acier. « C'était un pari que vous avez proposé et que vous avez perdu. » Il laissa les mots flotter, une réprimande publique. Le visage de Richard vira au rouge tacheté. Humilié, il laissa tomber l'argent sur la surface luisante du piano. Les billets s'éparpillèrent sur le vernis noir, taches vulgaires sur un objet sacré. Jean les ignora. Il fit un pas en avant, son regard balayant la salle, accrochant celui de chaque personne qu'il fixait. Ce soir, pendant quelques instants, commença-t-il, sa voix résonnant d'une force nouvelle. Vous avez écouté la musique. Mais je me demande si vous avez entendu ce qu'elle disait. Il fit une pause, laissant la question s'imprimer dans les esprits. Le premier morceau, le simple, un ami l'avait écrit pour sa fille, une petite qu'il ne verrait jamais grandir. Il me l'a fredonné la veille de sa mort, dans une tranchée glacée à l'autre bout du monde. Il m'a fait promettre que je le jouerais pour sa famille, si je revenais vivant. Je ne les ai jamais retrouvés. Alors, je le joue pour lui. Une vague de sobriété parcourut la foule. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était un témoignage. Et Chopin, continua Jean, ses yeux se posant de nouveau sur Richard. L'étude révolutionnaire, c'est une pièce qui parle de résistance à la tyrannie. C'est refuser d'être écrasé par ceux qui croient que leur pouvoir leur donne le droit de vous effacer. C'est le son d'un homme qui a tout perdu, sauf son honneur, et qui ne cédera jamais. Son regard était si intense que Richard fit un pas en arrière malgré lui. La voix de Jean s'adoucit légèrement. Et Debussy, c'est pour les moments de silence entre deux tempêtes. Les moments où l'on se rappelle pourquoi on s'est battu. C'est pour la paix que beaucoup d'entre nous ont gagné, mais que si peu ont vraiment trouvé. Il descendit lentement de la scène vers le parquet du salon, avançant avec une grâce et une assurance que ses vêtements en haillons démentaient. La foule s'écarta devant lui comme devant un roi. Il s'arrêta juste devant Richard. « Vous avez parlé d'opportunité, » dit Jean, la voix basse, mais portant jusqu'au fond de la salle silencieuse. « Vous avez dit que j'avais gâché les miennes. Laissez-moi vous parler des opportunités qu'on m'a données. À 19 ans, j'ai eu l'opportunité de porter un ami mourant sur 2 kilomètres en territoire ennemi. À 20 ans, j'ai eu l'opportunité de tenir une radio et d'appeler un bombardement sur ma propre position parce que nous étions submergés. C'était le seul moyen de sauver le reste de ma compagnie. » Un souffle de stupeur parcourut la salle. L'homme qui s'était moqué de lui pour ne pas avoir saisi ses opportunités l'avait fait depuis une vie d'héritage et de privilèges. Cet homme avait reçu des opportunités de se sacrifier, de souffrir, de mourir pour des gens comme Richard. J'ai eu l'opportunité, continua Jean Moreau, sa voix se durcissant, de passer 3 ans dans un camp de prisonniers où la seule chose qui nous gardait sains d'esprit, moi et les autres hommes, c'était de fredonner dans l'obscurité les mélodies de Beethoven et de Mozart. Parce que la musique était la seule chose qu'on ne pouvait pas nous prendre. Monsieur Chevalier, qui écoutait avec une attention suspendue, fit enfin un pas en avant. Son visage était livide. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place. La légende était réelle. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Il regarda Jean, mais c'est à toute la salle qu'il s'adressait. « Vous savez qui est cet homme ?» Tous les yeux se tournèrent vers le vieil industriel. « Pendant la guerre, » dit M. Chevalier, sa voix prenant de la force, des histoires revenaient du front. Des histoires d'un jeune caporal, un prodige musical, originaire d'une petite ville de Provence qui devint une légende. On disait que sa musique était une arme contre le désespoir.
On racontait qu'il trouvait des pianos en ruine dans des églises bombardées et qu'il jouait pour les soldats, leur rappelant la maison pour laquelle il se battait. Il se tourna de nouveau vers Jean, les yeux emplis à la fois d'incrédulité et d'une profonde révérence. On l'appelait le pianiste du Djebel, après la bataille du Col 132, où il sauva tout son peloton en se portant volontaire pour une mission suicide afin de détourner le feu ennemi. Il fut porté disparu, présumé mort au combat. Il reçut la croix de guerre et la Légion d'honneur à titre posthume. Monsieur Chevalier reprit une inspiration tremblante, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jean. Son nom était le caporal Jean Moreau. Un souffle collectif parcourut la salle des Lumières. Ce nom résonnait dans le silence, un nom tiré des livres d'histoire, un nom synonyme d'héroïsme et de sacrifice. Ils ne regardèrent pas un sans-abri. Ils se tenaient en présence d'une légende que tous croyaient morte. Jean esquissa un petit sourire triste. « Les rapports de ma mort, dit-il, sa voix empreinte d'une ironie lasse, ont été grandement exagérés. » Richard Dubois resta figé, son monde entièrement pulvérisé. Il fixait un fantôme, un héros national, un homme dont le portrait ornait des musées, un homme qu'il avait traité d'échec, de clochard, de moins que rien. L'ampleur catastrophique de son erreur de jugement était si immense, si totale, qu'il eut l'impression que le sol allait s'ouvrir sous ses pieds pour l'engloutir. Mais la révélation la plus dévastatrice restait encore à venir, car Jean Moreau n'était pas entré dans ce salon par hasard. Il avait une raison très précise d'être ici ce soir. Et cette raison avait tout à voir avec l'événement même qu'ils étaient en train de célébrer. Le nom du caporal Jean Moreau tomba dans le silence stupéfait, comme une pierre dans un puits profond. Les ondes se propagèrent instantanément. Une femme âgée, assise à une table du fond, porta la main à sa poitrine en s'exclamant « Jean Moreau, c'est impossible. Mon père a servi avec lui. Il a parlé de lui jusqu'à son dernier souffle. » Un autre homme, un juge à la retraite connu pour son stoïcisme, sortit son téléphone. Ses doigts, d'ordinaire si fermes, tremblaient en tapant le nom. L'écran s'illumina de photos en noir et blanc, un jeune soldat au visage noble, une brève biographie et la citation officielle de ses décorations. Il leva les yeux du visage juvénile de la photo vers celui, marqué par les années, du vieil homme qui se tenait devant eux. Les yeux étaient les mêmes, pâles, clairs, habités d'une lumière ancienne. « C'est lui », chuchota le juge à sa table, incrédule. « C'est vraiment lui. » Les murmures devinrent un grondement de conversation étouffé, frénétique. L'histoire de Jean Moreau n'était pas qu'un fragment d'histoire militaire. C'était une part de la mythologie de la nation. Il était un symbole d'une époque révolue, faite de courage et de sacrifice. Et il se tenait au milieu d'eux, vêtu comme un homme qu'ils avaient à traiter de rebut humain. La honte dans la salle était une chose palpable, presque physique. Elle était épaisse, suffocante, collée aux costumes hors de prix et aux robes de soie comme un suaire. L'esprit de Richard Dubois refusait d'accepter la vérité. Son cerveau était une tempête de déni et de panique. « Non », balbutia-t-il en secouant la tête. « Non, c'est une ruse, un mensonge. C'est un escroc qui a lu un livre d'histoire. Jean Moreau est mort. » Jean tourna vers lui un regard calme, inébranlable. « Je vous assure que je suis bel et bien vivant, » dit-il d'une voix basse, mais chargée d'un immense poids. Mais longtemps, j'ai préféré être un fantôme. C'est plus simple. Les fantômes n'ont pas à regarder le monde pour lequel ils se sont battus oublier ses promesses. Ils n'ont pas à voir l'honneur pour lequel ils ont saigné se vendre contre l'égoïsme et la cupidité. Ses yeux balayèrent la salle, et chaque personne sentit le fouet de ses paroles. Ils étaient venus ce soir pour un gala de charité,
Une soirée pour se donner bonne conscience, pour signer un chèque et se féliciter de leur générosité. Ils l'avaient vu comme une obligation, un événement mondain. Aucun d'eux n'avait vraiment pensé aux personnes qu'ils prétendaient aider. Pour eux, les anciens combattants étaient une abstraction, un groupe sans visage, sans nom, à plaindre de loin. Mais désormais, cette abstraction avait un visage, un nom et une voix qui les tenait tous pour responsables. « Vous êtes ici ce soir pour une cause noble, » dit Jean, sa voix prenant une nouvelle dureté. « Vous êtes ici ce soir pour lever des fonds pour le nouveau centre d'aide aux anciens combattants du centre-ville. Un lieu destiné à aider les hommes et les femmes revenus du service et qui se sont perdus. Un lieu pour leur offrir du soutien psychologique, une formation professionnelle et un repas chaud. Un lieu pour leur montrer que le pays qu'ils ont servi ne les a pas oubliés. » Il laissa l'ironie de sa déclaration flotter dans l'air. « Une cause digne, poursuivit-il. Si digne, en fait, qu'un donateur anonyme a offert 5 millions d'euros pour lancer ce projet. C'est ce don qui vous réunit tous ici ce soir. Il a payé cette salle, vos plats raffinés, le champagne que vous buviez en riant d'un vieux soldat affamé. » Une nouvelle onde de stupeur parcourut l'assemblée. Tous connaissaient l'existence du mystérieux bienfaiteur. Sa générosité avait alimenté les cercles philanthropiques de la capitale pendant des mois. Richard Dubois fixait Jean Moreau, une suspicion horrible naissant dans son esprit. Une pensée si absurde, si bouleversante, qu'il n'arrivait même pas à la formuler. Jean lui adressa un léger signe de tête, presque imperceptible, comme s'il lisait ses pensées. « J'ai eu de la chance après la guerre, » dit-il simplement. « J'ai monté une petite entreprise. Elle a bien marché. Très bien même. J'ai toujours cru que la meilleure façon d'honorer les hommes qui ne sont pas revenus, c'est de prendre soin de ceux qui l'ont fait. Alors, quand j'ai appris que cette ville voulait construire un nouveau centre, j'ai voulu aider. J'ai fait le don. » Le dernier morceau du puzzle s'imbriqua. La salle tomba dans un silence si complet qu'on entendit distinctement le bruit d'une fourchette tombée dans la cuisine lointaine, comme un coup de feu. L'homme sans abri qu'ils avaient moqué, le vétéran qu'ils avaient méprisé, était la raison même de leur présence. Il était leur hôte, leur bienfaiteur, leur juge. « Mais je ne donne pas mon argent à l'aveugle, » continua Jean, sa voix se durcissant comme du granit. « Je dois savoir qu'il sera bien utilisé. Je dois savoir que les personnes chargées d'aider mes frères d'armes les considèrent comme des êtres humains, pas comme une cause à mettre sur un papier à en-tête. » Son regard se planta dans celui de Richard. « C'est pour cela que je suis venu ce soir ainsi. Je voulais rencontrer le président du comité de collecte de fonds. Je voulais le regarder dans les yeux. Je voulais voir son vrai caractère. » Richard sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Ses jambes tremblaient, et il crut un instant qu'il allait s'effondrer. Ce n'était pas un simple faux pas social. C'était l'anéantissement total et définitif de sa réputation, de sa carrière, de son identité. Il avait été pesé et jugé par l'unique homme dont l'opinion comptait, et il avait été trouvé pitoyablement indigne. « Vous, Monsieur Dubois, » dit Jean, et sa voix était désormais dénuée de toute émotion. C'était la voix plate et finale d'un homme qui rend sa sentence. « Vous vous êtes tenu ici ce soir et vous avez déclaré qu'un homme dans ma situation n'était qu'un poids, un échec, un moins que rien. Vous avez regardé un ancien combattant que vous pensiez sans rien, et vous ne lui avez montré que du mépris. Vous avez transformé sa demande d'aide en jeu cruel, pour votre propre amusement. » Il fit un pas en avant. Richard sursauta comme s'il venait d'être frappé. Comment un homme avec autant de poison dans le cœur peut-il prétendre aider ceux qui souffrent? Demanda Jean à la salle. Comment peut-il diriger un centre qui exige de l'empathie alors qu'il en est dépourvu?
Comment peut-il honorer le sacrifice alors qu'il n'a jamais sacrifié quoi que ce soit de toute sa vie dorée? Il n'attendit pas de réponse. Le verdict se lisait déjà sur les visages. Richard Dubois était fini. À compter de maintenant, annonça Jean, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Vous êtes relevé de vos fonctions de président du comité. Vous n'aurez plus aucun rôle dans le centre des anciens combattants. Je crois que votre présence n'est plus requise ce soir. Il n'avait pas crié. Il n'en avait pas besoin. La finalité tranquille de ces mots était plus dévastatrice qu'une tirade. Richard resta un instant figé. Son visage n'était plus qu'un masque d'horreur, de honte et de rage. Il ouvrit la bouche pour parler, pour protester, mais seul un râle étranglé en sortit. Il balaya la salle du regard, cherchant un allié, un visage ami. Il ne trouva que condamnation et dégoût. Vaincu, il se tourna et tituba vers la sortie. Un homme brisé, disparaissant dans l'obscurité qu'il avait si bien méritée. Un applaudissement discret commença au fond de la salle et enfla lentement. Pas pour le départ de Richard, mais comme une affirmation du jugement de Jean. Jean leva la main et la salle retomba dans le silence. Il n'avait pas terminé. Ses yeux parcoururent l'assemblée jusqu'à croiser Émilie, la jeune serveuse, toujours debout près de l'entrée de la cuisine. Son visage était strié de larmes. Il lui fit signe d'avancer avec un geste doux de la main. Hésitante, elle s'approcha, son uniforme noir et blanc tranchant avec les robes scintillantes des autres femmes dans la salle. Elle s'arrêta devant lui, nerveuse, bouleversée. « Quel est votre nom, mademoiselle ?» demanda Jean, sa voix désormais chaude et bienveillante. « Émilie, monsieur. Émilie Caron. »« Émilie, » dit Jean, un vrai sourire, illuminant son visage pour la première fois. « Ce soir, j'ai vu beaucoup de laideur. Mais je vous ai vu aussi. J'ai vu la bonté dans vos yeux. Je vous ai vu commencer à venir à mon secours lorsque tous les autres riaient. Vous étiez prête à risquer votre travail pour un inconnu que vous croyiez dans le besoin. Vous avez, Émilie, cette trempe que l'argent n'achète pas et que l'adversité n'efface pas. » Il se tourna vers le reste de la salle. C'est ce type de personne qui devrait travailler avec nos anciens combattants. Quelqu'un qui a le cœur compatissant. Il se tourna de nouveau vers Émilie. « Je crois que vous êtes étudiante. Quelles études faites-vous? » « Travail social, monsieur, » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Je veux travailler dans des programmes d'aide aux sans-abri. » Le sourire de Jean s'élargit. « Bien sûr. Eh bien, considérez que vos frais de scolarité et tous vos prêts étudiants sont réglés intégralement dès demain. » Émilie eut un hoquet de stupeur, ses mains se portant à sa bouche. « Monsieur, je ne peux pas. »« Vous le pouvez, et vous le ferez, » dit Jean avec douceur. « Et quand vous aurez votre diplôme, je serai honoré que vous acceptiez le poste de directrice de l'action communautaire du nouveau centre. » Si cela vous intéresse. Des larmes de gratitude et d'incrédulité ruisselaient sur le visage d'Émilie. Elle ne put qu'acquiescer, incapable de parler. Elle était venue travailler ce soir-là pour servir des verres et débarrasser des assiettes. Elle repartait avec tout son avenir réécrit, récompense pour un simple acte de décence. Jean tourna ensuite son attention vers M. André Chevalier. « Monsieur Chevalier, » dit-il, la voix empreinte de respect, « vous êtes un homme qui construit des choses qui durent, un homme qui valorise l'intégrité. Et vous avez été le premier, ce soir, à me regarder et à voir un être humain plutôt qu'un problème. Le comité du Centre des anciens combattants a besoin d'un nouveau président. Je ne vois personne de mieux qualifié que vous. » Visiblement ému, M. Chevalier s'avança et serra la main de Jean. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie, caporal Moreau, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Enfin, Jean revint vers le piano.
Il ramassa les billets de 100 € que Richard avait jetés là, puis retourna vers Émilie, pétrifiée et en larmes, et glissa la liasse dans sa main. « Je crois que cela vous revient, dit-il doucement. Le prix d'un pari que vous ne saviez même pas avoir engagé. Monsieur Dubois a parié que personne dans cette salle ne serait ému aux larmes par ma musique. Vous et Monsieur Chevalier lui avez donné tort. Vous avez prouvé qu'il restait ici de l'humanité. » Il serra une dernière fois sa main avec une douceur paternelle, puis se tourna pour s'adresser à tout le salon une dernière fois. « Regardez autour de vous. Ce soir, vous avez vu un homme en haillons et vous l'avez jugé. Vous avez vu un homme en beau costume et vous l'avez suivi. Vous vous êtes trompé dans les deux cas. Souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous-en, chaque fois que vous serez tenté de mesurer la valeur d'une personne à ses vêtements ou à son argent. La véritable valeur se mesure au contenu du caractère, et on la trouve souvent où on s'y attend le moins. » Sur ces mots, il se tourna et se dirigea vers la grande arche. Le directeur de l'hôtel, Peterson, qui s'était terré de peur, se précipita, le visage couvert de sueur. « Monsieur Moreau, je suis terriblement désolé. »« Pardonnez-moi, je n'en avais aucune idée. » Jean s'arrêta et le regarda. Il ne dit pas un mot. Il soutint simplement le regard du directeur, longuement, en silence. Dans ce regard, Peterson vit sa propre lâcheté, sa soumission pitoyable à la richesse et au pouvoir. Et il se flétrit. Toutes ses excuses bredouillées moururent sur ses lèvres. Jean Moreau quitta la salle des Lumières, laissant derrière lui 200 âmes changées. Il était entré comme un fantôme, un homme invisible qu'ils avaient tenté d'effacer. Il sortit comme une légende, un monument vivant à une vérité qu'ils n'oublieraient de jamais. L'histoire de cette nuit serait racontée et re-racontée pendant des années. Elle devint une légende locale, un avertissement pour les arrogants et une inspiration pour les gens de cœur. Le Centre des anciens combattants ouvrit 6 mois plus tard, sous la houlette de Monsieur Chevalier, et avec l'ardeur d'Émilie Caron qui changeait des vies sur le terrain. Il devint un phare d'espérance pour la ville. La preuve de ce qu'on peut accomplir lorsque le véritable caractère, et non la seule richesse, est aux commandes. Et dans ce salon doré, le beau Pleyel demeura en témoin silencieux. Il avait été l'instrument d'une épreuve, le vaisseau d'une leçon. Ses touches avaient canalisé la plainte d'un soldat, le feu d'une révolution et la douce lumière de l'espérance. La musique, au final, avait fait bien plus que remplir une pièce de son. Elle l'avait remplie de vérité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. D'où nous lisez-vous? Dites-le nous en commentaire. Restez à l'écoute pour d'autres récits immersifs.